Merci d'être venu. C'est la 4, 5, 6e année qu'on propose dans cette médiathèque des conférences le vendredi après-midi. Alors cette année, ça va. Je vais vous parler d'une série à caractère historique qui est publiée aux éditions Delcourt, qui s'appelle L'Homme de l'année, à travers deux ouvrages. L'Homme de l'année 1917 et L'Homme de l'année 1894. Je vais vous expliquer le principe et à la limite, j'ai cru entendre que vous étiez dans vos programmes plutôt 1917, mais en même temps, moi j'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas de 1917 s'il n'y a pas de 1894, et pas que pour des questions de succession d'années, mais pour vraiment des faits historiques qui se sont déroulés et qui ont une importance autant sur l'affaire Dreyfus que sur la Première Guerre mondiale. Donc on va, dans un premier temps, je vais vous présenter un peu la collection, pourquoi on l'a faite avec les auteurs, et puis parler un petit peu donc, de 1917, puisque vous avez vu l'expo avec la préparation, et puis après je vous propose un petit exposé sur la genèse de ce bouquin qui est consacré à l'affaire Dreyfus, et donc qui va vous permettre peut-être aussi de comprendre ce qu'était la France, l'Europe, les rapports entre la France et l'Allemagne, justement avant le grand conflit de la Grande Guerre. Et je pense qu'il est toujours très compliqué de comprendre une guerre si on ne comprend pas ce qui se passait avant. Donc je prends sur moi le fait que même si c'est un petit peu hors programme, mais l'affaire Dreyfus, vous en avez sûrement parlé en 4e, si ma mémoire de vieux prof est bonne, et vous en reparlerez de toute façon en première. Donc c'est pas perdu. Et vous n'hésitez pas non plus à m'interrompre en levant la main, simplement, si vous avez une question, ou si je vais trop vite, ou si j'emploie un terme qui est trop technique. Donc vous n'hésitez pas, on n'est pas dans un cours, d'accord? Donc on se détend, essayez de prendre du plaisir, d'écouter ce que j'ai à raconter. Moi je ne vais pas vous donner un point de vue d'enseignant, je vais vous donner un point de vue d'auteur. C'est pas du tout la même chose. Je ne suis pas là pour vous apprendre quelque chose, je suis là pour essayer de vous intéresser et que vous lisiez la BD après. Peut-être ça serait une bonne récompense pour moi. Si vous lisez les BD, c'est génial. Bon, d'abord je me présente, Fred Duval, moi je suis dans la BD depuis 20 ans. J'ai publié une centaine d'albums, principalement aux éditions Delcourt. On a choisi, à travers cette collection qui s'appelle L'Homme de l'année, de parler de personnages dont les gens connaissent les actions, mais pas forcément l'identité. Par exemple, si je vous dis qui a tué Che Guevara, vous allez me répondre, j'en sais rien. Pourtant, Che Guevara, plein de gens de votre âge ont des t-shirts du Che Guevara. Et nous, ce qui nous intéresse un peu comme auteur, histoire de vous taquiner un petit peu, c'est de vous dire, mais vous portez des t-shirts de gens dont vous ne connaissez même pas l'histoire. Donc on va essayer de vous remettre un petit peu dans tous ces trucs-là, dans toutes ces icônes-là. Donc on a commencé par le plus inconnu des inconnus, c'est-à-dire le soldat inconnu. On s'est amusé, en fait, en discutant autour de ce concept d'histoire, de bouquin d'histoire, à dire, mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait traiter comme sujet? Et étaient venus deux sujets sur la guerre de 14, qu'on avait jugé intéressants. Premier sujet, le soldat inconnu. Qui était le soldat inconnu? Donc raconter l'histoire du soldat inconnu. Un auteur de BD assez célèbre qui s'appelle Tardy l'avait fait à sa manière, donc on a jugé que c'était insuffisant comme sujet, il fallait quelque chose de plus. Et en même temps, on avait un second sujet relatif à la guerre de 14 qui était les tirailleurs sénégalais, ces grands inconnus venus de l'armée d'Afrique qui sont venus se battre sur notre sol. Et donc à partir de là, on s'est dit, tiens, et si le soldat inconnu finalement était un Sénégalais? Alors là, on avait déjà de quoi traiter tout un album de bande dessinée, à inventer cette histoire. C'est l'occasion pour moi de vous faire une petite précision qui me paraît assez essentielle. Une BD, ça reste un livre comme un roman qui propose une version romanesque des choses. On n'a pas, nous les auteurs, à travers une BD, une simple BD, de remplacer les livres d'histoire, de remplacer les gens qui étudient l'histoire dans les universités et qui publient des mémoires. Nous, on est bien dans quelque chose qui est fait pour vous instruire, mais aussi pour vous détendre. Donc, on peut se permettre d'amener dans nos histoires un petit peu de romanesque. C'est pour ça qu'on s'est amusé à se dire que le soldat inconnu qui est enterré sous l'Arc de Triomphe, peut-être qu'il aurait pu être sénégalais. Mais, sauf que, évidemment, tel que c'est raconté dans l'histoire, dans l'album,
c'est pas possible. Les choses n'auraient pas pu se passer comme nous on les raconte. Mais c'est pas pour ça que l'album est mauvais. C'est simplement qu'on a pris, nous, un parti pris de vous amuser, d'amuser le lecteur, de jouer avec le lecteur. Mais tout ce qu'on raconte par contre sur la bataille de Verdun, sur le chemin des dames, etc., ça c'est très 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 documenté, très très précis. Alors vous avez vu en bas l'exposition consacrée aux 2 albums. C'est vrai qu'on a eu sur celui-là la chance de travailler avec quelqu'un qui vient plutôt du dessin de mode, de la création de mode. Fabien Hénard-Lacombe, il a travaillé longtemps avec quelqu'un que vous connaissez forcément qui s'appelle Jean-Paul Gaultier. Donc il a une habitude de préparer les costumes, d'étudier les costumes. Il travaille aussi pour le cinéma. Il a créé les costumes de nombreux films, dont notamment le film sur Coco Chanel. Donc c'est quelqu'un qui est très introduit dans le milieu du cinéma et qui a une manière de préparer les albums. Vous avez vu en bas peut-être tous ces grands dessins avec le personnage en pied. On fait le tour, on l'a de profil. Et donc il prépare ses BD exactement comme s'il préparait un film. Donc c'est très intéressant et ça nous a permis, nous, d'avoir une espèce d'exactitude sur les costumes. C'est-à-dire que quand vous faites une BD sur la guerre de 14, on essaye de vraiment vous montrer les choses d'une manière très documentée, historique et documentée. On vous met pas, comme on voit dans certaines BD mal faites, des chars ou des avions dès 1914 par exemple. Hein. Ça, c'est pas. Si vous avez étudié la Grande Guerre, vous savez que les chars sont arrivés qu'en 17, 16, 17, mais que voilà, l'aviation c'est tardif aussi. Donc on essaye nous de respecter tout ça, tout en racontant quelque chose d'un peu romanesque. D'accord ? Pour l'affaire Dreyfus, c'est un petit peu différent. Parce que autant la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale est un charnier terrible. Attends, je termine et puis je te donne la parole. Autant la Première Guerre mondiale est un charnier terrible, mais la Première Guerre mondiale n'a pas mené à l'extermination organisée du peuple juif. L'affaire Dreyfus, c'est la grande répétition de ce qui va se passer 70 ans plus tard, 50 ans plus tard. Donc là, quand moi j'ai traité l'antisémitisme dans l'affaire Dreyfus, je ne me suis pas permis d'ajouter des éléments romanesques. J'ai essayé au contraire de trouver une manière ludique de vous expliquer ce qu'est l'antisémitisme, d'expliquer au lecteur ce qu'est l'antisémitisme et dans quel contexte on a pu condamner à tort un officier français parce qu'il était juif. Donc à partir de ça, cette question-là étant une question particulière et qui n'est comparable avec rien du tout, il m'a paru important de ne pas trop inventer de choses. J'en ai inventé quelques-unes, je vous en parlerai, pour des simples questions de dramaturgie, hein, mais il y a très peu de choses inventées dans ce bouquin. D'accord ? C'est important. Tu avais une question ? Oui ? Je t'écoute ? En fait, c'est mademoiselle, elle n'ose pas. Ah bah mademoiselle, voyons. Est-ce que vous pourriez répéter le nom du dessinateur ? Fabien Hénard-Lacombe, Monsieur Fab. C'est plus simple. Il est plus connu sous le nom de Monsieur Fab. Alors, dans ce cadre-là, hein, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la Grande Guerre, on peut peut-être les traiter maintenant, parce qu'après, je vais remonter aux sources, donc plutôt la guerre de 1870. C'est bon, je peux y aller? Vous n'avez pas de questions? Oui. Serait-il possible d'expliquer aux élèves très rapidement ces histoires de tirailleurs en quelques mots, parce que je ne suis pas sûr que... Ah, ouais. Alors très rapidement, parce qu'effectivement, sur les tirailleurs sénégalais, moi je peux vous en parler pendant 2 heures, quoi. C'est compliqué de résumer ça en 5 minutes, et ça m'embête un peu par contre de changer le sujet du... Sinon je vais dans l'improvisation, non mais je vais le faire, hein. Mais je peux pas improviser, c'est compliqué, quoi. Non, les tirailleurs sénégalais, simplement, bon... ce qu'on peut en dire de manière très synthétique. La Grande Guerre est déclenchée en 1914. Si vous l'avez étudié, vous savez que les choses se compliquent dans la Marne, c'est-à-dire que là où les Français auraient dû perdre, finalement ils gagnent. La guerre s'enlise. Cette guerre qui aurait pu durer 3 mois, si les Allemands avaient appliqué leur plan initial qui s'appelait le plan Schlieffen, s'ils l'avaient appliqué, il est possible qu'ils aient pris Paris très vite et à ce moment-là la guerre était terminée. Simplement, ils ne le font pas.
Donc l'armée anglaise, l'armée française arrivent à se rejoindre. À ce moment-là, la guerre s'enlise, la guerre va durer 4 ans et on se lance dans une guerre de tranchées qui, contrairement à ce qui se dit parfois, n'est pas la première, puisque la guerre de sécession la guerre de sécession américaine s'était largement enlisée aussi dans les tranchées. Le plan dont vous Schlieffen. il consistait en quoi? Alors c'était un plan d'attaque complètement révolutionnaire qui, son détail tu regarderas sur Wikipédia ou tu vois tu plan Schlieffen sur Wikipédia, tu vas voir tout le détail, mais qui consistait à prendre Paris le plus vite possible et en faisant une sorte de tenaille. Donc ce qui empêchait l'armée anglaise et l'armée française de faire la jonction. À partir de là, les Anglais auraient très bien pu être refoulés, comme ils l'ont été d'ailleurs en 1939 sur la Manche, et Paris aurait été encerclé, donc prise très vite. Mais c'était une guerre totalement moderne. Et je vais y revenir justement sur cette notion-là, beaucoup dans l'affaire Dreyfus. En 1914, que ce soit dans l'armée française ou dans l'armée allemande, on a encore l'affrontement entre la vieille armée, c'est-à-dire, je dirais, l'armée des empires, et l'armée moderne qui va vouloir des chars, qui va vouloir des avions. Et en France, par exemple, ça se traduit entre les gens qui ont fait Saint-Cyr, les militaires, les officiers qui ont fait Saint-Cyr, donc la vieille école, et puis les polytechniciens, qui sont des officiers tout à fait modernes, tout à fait jeunes, et qui, eux, voient la guerre moderne arriver. D'accord? Donc, excusez, je vais essayer de pas trop vous embrouiller. Ce qu'on peut dire des tirailleurs sénégalais, c'est que, eh bien, à mesure que la guerre fait des victimes, un officier français écrit un ouvrage déterminant. Je suis en train de chercher son nom parce que je suis désolé, j'ai pas mes notes là. J'avais pas prévu de parler de ça. Donc l'ouvrage s'appelle La Force Noire. Le général Mangin. Voilà. Le général Mangin écrit La Force Noire et cet ouvrage est fondamental puisqu'il part du principe qu'il y a une armée en Afrique, dans l'Afrique qui appartient à la France, hein, dans les pays coloniaux français, et que de cette armée d'Afrique, eh bien, on peut faire amener des renforts sur le sol européen. À partir de là, Mangin, il est à la fois approuvé par une partie de l'état-major, et une autre partie de l'état-major raciste dit non, attendez, on ne peut pas quand même se battre avec des Noirs. Hein, on en est là à l'époque. On en est encore là. Vous voyez? Alors bon, si on tient compte de l'actualité de ces 15 derniers jours, vous allez me dire qu'on n'a pas super évolué à tous les niveaux de nos gens qui font de la politique. Mais enfin bon, on n'est pas dans la même époque. Et en 1914, eh ben, accepter que donc ce qu'on a appelé les zouaves ou les tirailleurs sénégalais viennent renforcer l'armée française sur le champ de bataille européen, ça pose un problème de racisme. Hein. D'ailleurs, les premières caricatures allemandes, quand il y a eu les premiers renforts français africains, on parlait immédiatement de cannibalisme dans les tranchées, alors qu'il n'y a pas eu plus de cannibalisme avec les Sénégalais qu'avant. Mais voilà, les caricatures allemandes proposent des visions assez racistes et assez terribles de ces renforts africains. Alors, j'aimerais bien vous en parler plus, mais c'était pas forcément l'objet. Je vais essayer de vous montrer. Peut-être ici. Non. Si j'ai ces fameuses caricatures, je dois les avoir quelque part, où on voit. Alors, elles sont dans le bouquin, hein, vous les verrez. On a reproduit, si vous avez au CDI peut-être l'album, vous verrez ces images terribles qu'on a, nous, reprises de journaux d'époque, hein, sur les tirailleurs présentés comme des cannibales, et notamment par la presse allemande. Hein. Il faut savoir que, bon, pour avoir pas mal étudié les anciennes colonies, hein, à chaque fois qu'un pays européen a voulu mettre la main sur un pays dit sauvage, hein, on a parlé de cannibalisme. Hein. Moi, je vais depuis 10 ans assez régulièrement en Nouvelle-Calédonie. On m'a toujours parlé de cannibalisme en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a aucun cas prouvé. Hein. Mais c'est souvent une manière de présenter l'étranger comme quelqu'un de dangereux et qui n'est pas humain.
En fait, une des bases du racisme, hein, puisqu'on est aujourd'hui aussi, bien sûr, pour parler d'antisémitisme, donc de racisme, est aussi une manière de communiquer. C'est-à-dire qu'on vous présente toujours l'étranger comme quelqu'un qui n'est pas tout à fait au même niveau d'éducation que vous. Et à partir de là, eh ben, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, les Africains, oui, ils sont ceci, ils sont cela. Voilà. Et ça, c'est un long travail. Il y a eu une exposition formidable là-dessus au musée d'histoire naturelle de Rouen l'année dernière, qui montrait les expositions coloniales et à quel point, justement, on dépeignait les peuples d'Afrique et d'Asie comme des peuples complètement soumis et complètement non civilisés. Vous voyez ? Et ça, c'est l'Internet, c'est la pub de l'époque qui a aussi imposé ces images-là. Parce que, tout simplement, on était là aussi pour exploiter les ressources que ces pays pouvaient nous proposer, et on avait une armée dominante. Donc, quelques images quand même qui nous ont inspirés pour l'image coloniale parfaite. Hein, le noir soumis qui remet les armes à l'officier blanc. Et voilà, ça c'est une image tout à fait d'époque qui traite de la manière dont l'armée d'Afrique, y compris noire, a été utilisée au tout début, entraînée, non pas pour venir en France ou en Allemagne se battre, mais pour lutter contre les propres révoltes africaines. Hein, c'est ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation malheureusement rapide de l'homme de l'année 1914 ? Tout va bien. Alors, je vais vous parler un petit peu, là, il nous reste 1 heure. Le but aussi de cette rencontre était donc de revenir un peu à cette affaire Dreyfus. Je reviens à mon fichier, excusez-moi. Peut-être si je fais ça, je suis nul en Windows. Yes. Donc l'homme de l'année 1894. Alors, l'affaire Dreyfus, vous en avez vaguement entendu parler ou pas en 4e? L'antisémitisme. Ah, vous savez ce que c'est? L'antisémitisme, je crois qu'on va pouvoir en parler puisqu'il est encore actuel. Hein, donc il n'y a rien d'historique là-dedans, enfin il n'y a rien de figé. Alors, je vais commencer par là où normalement on termine, puisque je ne suis pas moi professeur de français, je suis auteur de BD, donc je vais pas vous saouler avec une bibliographie que vous ne lirez pas, mais je vais juste vous présenter 2 livres qui pour moi sont non pas les seuls bouquins qu'il y a sur l'affaire Dreyfus, ça les bouquins sur l'affaire Dreyfus, il y en a des rayonnages complets, mais moi les 2 bouquins qui m'ont été les plus utiles, que j'estime être les plus importants à lire pour comprendre non pas ce qu'a été l'affaire Dreyfus dans son ensemble, mais pourquoi elle a eu lieu. D'accord ? Donc je me permets de faire un peu de pub. Donc Marcel Thomas, Esterhazy ou l'envers de l'affaire Dreyfus, bouquin essentiel, alors pas simple à lire, mais peut-être qu'un jour, si vous intéressez bien à l'affaire Dreyfus, je conseille vraiment de lire ce livre qui va vous présenter tout le contexte dans lequel ça a pu se démarrer. Et puis, puisqu'il faut en garder qu'un, c'était mon choix de vous présenter un seul bouquin qui traite de l'affaire Dreyfus, alors qu'il y en a des dizaines. Moi, j'ai pris un des plus petits. Vous voyez ? C'est pas bien épais. Alors, c'est très vieux. Alors, c'est quelqu'un, pareil, vous regarderez les fiches Wikipédia, vous regardez un petit peu. Et c'est donc la vision de quelqu'un qui s'appelle Léon Blum. Voilà. Vous avez peut-être entendu parler de Léon Blum. Socialiste. 1936, les congés payés. Le Front populaire. Donc, Léon Blum était très jeune à l'époque de l'affaire Dreyfus et il l'a vécu pleinement, c'est-à-dire qu'il était dans le camp des Dreyfusards, des gens qui ont été les défenseurs de Dreyfus, et il a écrit un peu plus tard ses souvenirs de l'affaire et qui sont pour moi une très très bonne source de ce qui s'est passé, et en même temps, comme tout ce qu'a écrit Léon Blum, et on a souvent tendance à l'oublier en France, un chef-d'œuvre littéraire. C'est-à-dire que Léon Blum, il a comme De Gaulle ce petit plus par rapport à beaucoup d'hommes politiques, c'est que c'est vraiment un très très grand écrivain. Voilà, De Gaulle aussi, c'est un très très grand écrivain. Voilà, Blum, De Gaulle, à lire.
Hein. Et sur l'affaire Dreyfus, moi je recommande ce petit bouquin, voilà, Souvenir sur l'affaire. Pour moi, il me semble important, et je vais essayer, si j'ai le temps, de revenir tout à l'heure à pourquoi il me semble important Léon Blum dans l'affaire Dreyfus. Si j'y pense pas, ou il y a un bien qui m'y fera penser. Donc, pareil, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Alors, pourquoi je me suis lancé? Parce que je suis là pour vous parler de BD aussi. C'est bien la BD. Qui lit de la bande dessinée de temps en temps? Au moins. Minimum de temps en temps. Ouais, c'est pas mal. Bah oui. Toi, tu pourras lever la main quand même. C'est bien. Toi aussi. Bon, c'est bien. Donc, une question déjà toute simple. Pourquoi moi j'ai voulu traiter de l'homme de l'année 1894 et de l'affaire Dreyfus en BD? Pour une raison toute simple, c'était mon sujet d'étude à la fac. Moi, je suis plutôt une formation d'historien. Donc j'ai eu la chance de pouvoir faire à l'époque de l'université un gros mémoire sur l'affaire Dreyfus à travers les dessins de presse. C'est-à-dire que quand j'étais étudiant, j'étais déjà un grand fan de dessin, je voulais déjà travailler dans la BD. Donc je me suis arrangé pour que mon mémoire de maîtrise traite du dessin. Hein. Et donc un des meilleurs moments de l'histoire pour s'intéresser au dessin, c'est l'affaire Dreyfus, parce que c'est un moment où la presse a complètement explosé en termes de caricatures, de lutte entre les journaux. Donc voilà, c'était pour moi un bon moment pour réussir à travers mes études, à parler de dessin. Et je reviendrai tout à l'heure un petit peu là-dessus. Je cherche des... Qu'est-ce que c'est ça? Non, je crois que là on n'a pas de dessin de presse, mais peu importe. Donc c'est pareil, vous avez un tas d'ouvrages disponibles. Et là, nous on s'est amusé à reproduire dans la BD, vous l'avez vu en bas, à l'époque de l'affaire Dreyfus, il y a eu des jeux de loi comme ça qui ont été publiés, par moments en faveur de Dreyfus, par moments en défaveur. Tout le monde faisait ces jeux de loi, les journaux se renvoyaient la balle, luttaient. Et moi, je me suis amusé à comparer justement un journal dreyfusard, un journal anti-dreyfusard. Donc ma volonté, c'était aussi ça, c'était de revenir sur un sujet d'étude où j'avais beaucoup de documentation, parce que forcément, quand on fait l'affaire Dreyfus en BD, ça demande beaucoup de préparation, de connaissances. Hein. C'est-à-dire que là, le défi de la BD, c'était d'arriver non pas à traiter de toute l'affaire Dreyfus, ça en une seule petite BD de 54 pages, c'est complètement impossible. L'angle que j'ai choisi, donc vous avez bien compris l'esprit de la collection que j'ai expliqué au début, c'était un inconnu de l'histoire. Et moi, je me suis dit, tiens, un inconnu de l'histoire pour traiter de l'affaire Dreyfus, ça serait bien Esterhazy, parce que Esterhazy, en fait, qui c'est qui est Esterhazy? Quelqu'un peut répondre? C'est quelqu'un qui a frauduleusement atteint le grade de sous-lieutenant et qui a donné des informations aux Allemands C'est le vrai traître, en fait. C'est vrai. C'est lui qui a vraiment vendu les renseignements aux Allemands, et c'est Dreyfus qui a été accusé à sa place. Voilà. Hein, donc, voir l'affaire Dreyfus à travers le vrai traître, j'ai trouvé ça intéressant. Parce que les gens, le grand public, ne le sait pas forcément. On sait qu'il y a eu quelqu'un qui a vendu des choses aux Allemands, que Dreyfus a été déporté pour ça, à l'île du Diable, mais on ne sait pas forcément qui était le coupable. Et le coupable, c'est Esterhazy. Hein, il l'a avoué, hein, il n'a jamais été emprisonné, mais il n'a jamais été jugé d'ailleurs, mais il a avoué son crime. Oui. Désolée, est-ce que vous pourriez juste faire un petit... Parce que je pense que l'affaire Dreyfus, ça ne parlera à tout. Ah mais j'y viens. Ouais, ah oui. Parce que là, ils ne savent pas forcément trop de quoi vous parlez, sauf pour certains, bien sûr. Voilà. Donc je vais faire un rappel, je vais même démarrer. Voilà. Oh là oui, n'inquiétez pas. Non, quand je parlais de l'intérêt de parler de l'affaire Dreyfus pour la Grande Guerre, c'est que à la base de l'affaire Dreyfus comme de la Grande Guerre, il y a une autre guerre qui est la guerre de 1870. Donc en 1870, j'essaye de faire simple, hein, donc c'est Napoléon III au pouvoir, ce qu'on appelle le Second Empire, d'accord ? Et il y a cette fameuse défaite de Sedan, d'accord, où l'Empire chute face aux Allemands, face à la Prusse, d'accord. Donc fin de l'Empire et création de la
Combienième République? Troisième, merci. Troisième République avec le premier président Thiers. D'accord? Des questions? Carpentier. Commence à faire chaud. Mais je relève que les manches, hein. N'ayez pas peur. Donc Troisième République qui est créée, 1870, défaite face à l'Allemagne, et à partir de là, on est dans un contexte militaire très important, et dans la population, un désir de revanche. C'est-à-dire qu'on a perdu une guerre, l'Allemagne nous a confisqué l'Alsace et la Lorraine, et donc dans la population française, il y a un gros ressentiment et un besoin de revanche. D'accord? Quand je dis que le contexte donc, des années 1870-1890, ces 20 années-là, est particulier et militaire, je ne plaisante pas. Aujourd'hui, à votre avis, l'armée française, l'effectif de l'armée française, c'est combien d'hommes et femmes? Combien? 1 million de militaires en France. Qui dit mieux? Alors aujourd'hui, l'armée française, c'est 110 000 personnes. 110 000 soldats. Quelqu'un a dit, un politique a dit, un jour, on pourra mettre toute l'armée de terre au Stade de France. On n'en est pas loin. Aujourd'hui, je crois que l'armée de terre, c'est 80 000 personnes. Et le Stade de France ne doit pas être loin. Voilà. Non. Déjà, pardon. Oui, oui. Mais je parle juste en nombre. Hein. Aujourd'hui, l'armée, c'est 110 000, 120 000 personnes. En 1880, c'est 650 000 personnes. Donc 6 fois plus qu'aujourd'hui. Il y a des officiers, il y a un nombre incalculable d'officiers. Et donc on est dans un pays militaire. Imaginez déjà la perception que vous avez de l'armée aujourd'hui. Là tu me dis 1 million, mais à la limite. Imagine donc un pays où il y en aurait 6 millions. Hein, voilà. Enfin 6 fois plus. Parce que là, avec les chiffres, ça ne parle pas toujours, mais 6 fois plus de militaires qu'en ce moment. Alors qu'en ce moment, déjà, on a l'impression qu'il y en a beaucoup. Donc on a un pays très très militaire. Et on a une rivalité avec l'Allemagne depuis 70 qui est très importante. Et donc on s'amuse comme ça, comme aujourd'hui. On s'espionne beaucoup entre l'Allemagne et la France. Surtout qu'on est une période où on invente des canons, on commence à avoir les premiers petits blindés, tout ça, on commence à avoir des armes très, 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 très sophistiquées, donc on s'espionne beaucoup. Donc il y a une ambiance comme ça d'espionnage, d'accord? Et à côté de ça, il y a un phénomène aussi un peu nouveau pour la République, qui est de s'assumer en tant que République. C'est-à-dire qu'un régime politique, quel qu'il soit, connaît des hauts et des bas, et on va avoir dans les 15-20 premières années de cette jeune Troisième République, qui est en réalité la première vraiment République faite pour durer, qui est installée en France, on va voir divers scandales, comme vous en connaissez aujourd'hui. Hein. Moi, je ne suis pas historien, donc je me permets de comparer avec aujourd'hui. Les historiens ne le font pas, parce que normalement, en histoire, on parle que du contexte et on ne parle pas de l'avenir. Hein. Moi, j'en parle, parce que je ne suis pas là pour vous faire un cours d'histoire. Je fais ce que je veux, d'abord, c'est moi qui ai la parole. C'est important pour vous, parce qu'aujourd'hui, souvent, on vous dit qu'on vit dans un monde corrompu, pourri, tous pourris, les politiques sont tous vendus, et on en entend des meilleurs, vous faites vos études gratuitement, mais c'est pas grave, les impôts, ça sert à rien. Mais bon, on est dans un truc un peu comme ça, en ce moment, un peu tendu, on va dire. Et on a l'impression toujours qu'à chaque fois que ça arrive, c'est nouveau. Mais non, en 1870-80, il y a déjà des gens comme Édouard Drummond, dont vous avez l'ouvrage dans une petite vitrine dans l'exposition, qui est donc un Français, journaliste, antisémite, raciste, qui dit à longueur d'ouvrages, d'articles, dans un journal qui s'appelle La Libre Parole, puisqu'à l'époque, l'antisémitisme n'est pas un délit, le racisme n'est pas un délit, et donc il écrit à longueur d'articles, de journaux, que toutes les misères de la France, c'est la faute des Juifs.
Alors aujourd'hui, on pourrait dire musulmans, romains, juifs aussi. On a étendu un peu le panel, si vous voulez. Mais la base même du racisme, de l'antisémitisme, elle n'est pas nouvelle. C'est ça que je veux vous dire aussi à travers ce petit exposé d'aujourd'hui, c'est que les trucs d'aujourd'hui, ils étaient déjà très 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 actifs il y a 120, 130, 140 ans. D'accord ? Si vous avez des questions par rapport à tout ça, pas de problème. Hein. Donc on est comme ça dans une ambiance où l'antisémitisme, à travers Drummond, prend de plus en plus d'importance. Pourquoi ? Parce que, alors je fais court, je ne vais pas trop vous embêter, c'est vendredi, tout ça. Mais il y a vraiment un scandale très très important dans les années 1890, c'est le scandale de Panama. Le scandale de Panama, c'est un scandale de corruption. Je pourrais vous le détailler pendant des heures, mais je vais essayer de faire très court. Voilà, on construit un canal à Panama, les travaux se passent mal. Il faut convaincre l'État français de remettre de l'argent là-dedans, alors que c'est une société privée. L'État refuse en disant mais attendez, ça rime à rien votre truc. Et alors donc pour obtenir de l'argent des députés, oui, il y a des gens qui corrompent, il y a de la corruption, qui donnent donc de l'argent à des députés pour que les députés votent en faveur d'une réinjection de l'État dans le canal de Panama. Il se trouve que deux des personnes qui ont corrompu les députés sont juives. Et à partir de là, ça fait les choux gras de Drummond pour écrire dans la libre parole. Encore un coup des Juifs, c'est les Juifs qui ont tout corrompu Panama, etc. etc. Oui. J'ajouterais, d'une certaine manière, Drummond aussi constitue en partie le socle, après plus tard, des théories qu'on retrouvera pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont été élaborées voilà. en partie par Hitler, parce qu'on va y venir aussi dans le programme. Absolument. Absolument. L'importance de Drummond et de la libre parole pendant la Dreyfus, on la retrouve encore. Voilà. Plusieurs dizaines d'années plus tard. Si vous voulez, Drummond, moi, pareil, je ne suis pas prof d'histoire, donc je vais pouvoir me permettre, mais c'est le Zemmour d'aujourd'hui, Drummond. C'est le Zemmour d'aujourd'hui, il sort un bouquin qui s'appelle La France juive, et il en vend 150 000 exemplaires en quelques semaines. Voilà. Basé sur, en gros, c'est toujours la faute des autres. Vous voyez ? Nous, on est parfait, par contre les autres... Voilà. Donc on a ce contexte-là, on a un deuxième contexte... dont on parle pas assez, on est quand même dans un contexte violent. On a le président Sadi Carnot qui se fait quand même assassiner par des anarchistes. Alors ça c'est intéressant, les anarchistes, les attentats anarchistes, parce que des attentats anarchistes, par exemple, on va voter des lois, qu'on a appelées ensuite les lois scélérates. Vous entendrez parler de ça dans votre programme, hein. Là je plaisante pas, c'est important, vous pouvez avoir un petit 18 là, rien qu'en plaçant les lois scélérates, parce que ça c'est bon, ça plaît. Les lois scélérates, ce sont des lois qui interdisent aux anarchistes de s'exprimer. Et dans le même temps, on laisse les racistes et les antisémites s'exprimer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait les lois scélérates, on établit quand même qu'il est en France moins grave d'être antisémite que contre l'anarchie. Vous voyez ? On a deux poids, deux mesures qui s'installent déjà. Donc là, on commence quand même à s'inscrire dans un État qui valide quelque part l'antisémitisme. D'accord ? Et puis on a une dernière crise qui est à citer, qui est l'affaire Boulanger. Donc Boulanger, c'est un officier français qui va être un petit peu, si vous voulez, ouais non, il n'est pas boulanger, il est plutôt pareil, à vouloir faire des comparaisons un peu d'extrême droite, on va dire, hein, en tout cas très très nationaliste, qui est absolument pour cette idée de revanche sur l'Allemagne, et qui va avoir un petit succès comme ça, puis souvent comme avec tous les succès d'extrême droite, ça fait ce qu'on appelle, ça fait long feu. C'est-à-dire que ça monte, et puis ça redescend si vite que c'est monté. En tout cas en France, ça s'est toujours passé comme ça. Et donc Boulanger ne dure pas très très longtemps, mais c'est une crise politique majeure quand même, qui va, pareil, installer le nid de l'antisémitisme. Et le nid d'un trouble dans la société française. Dans le même temps, et là c'est plutôt moi l'auteur qui le dit, c'est pas là je sors du petit rappel historique, on a aussi une République qui est jeune. Si j'ai un propos à essayer de vous faire passer aujourd'hui qui est discutable, c'est celui-là, parce que là je sors de mon côté documenté, et j'ai eu déjà des bons débats avec des spécialistes de l'affaire Dreyfus qui m'ont regardé bizarrement, mais qui n'ont pas non plus critiqué ce que je disais. C'est que par moment dans la vie, il ne faut pas voir que les choses par le négatif.
C'est-à-dire que l'affaire Dreyfus, on vous la présente assez régulièrement comme un moment où la France était raciste, antisémite, terrible, et c'est vrai, bien entendu. Mais on peut voir les choses par un autre bout. C'est aussi le moment, l'affaire Dreyfus, donc où un officier juif va être condamné alors qu'il n'a rien fait, où des gens vont pendant 10 ans se mobiliser pour sa réhabilitation, pour essayer de prouver qu'il est innocent. Ils vont y arriver. Et de cet homme qui était perdu, normalement, il aurait même pu être fusillé si les lois avaient été un petit peu différentes, mais il n'était pas loin. Eh bien, on va avoir d'abord prouvé qu'il était innocent, réussir à le faire gracier, et lui-même ira à sa réhabilitation au début du XXe siècle, dans les années 1903-1904. Donc on peut voir aussi l'affaire Dreyfus comme le premier moment, et c'est capital, où des gens en France, dont vous connaissez le nom par contre, Émile Zola, Léon Blum, Jean Jaurès, ça c'est des noms qui vous parlent, hein, Clémenceau, vont se lever et dire stop. Stop les racistes, stop les antisémites, stop l'armée qui ne veut rien entendre, stop, on peut, à partir du moment où il est prouvé que quelqu'un est innocent, même si la nation doit en subir les conséquences, la raison d'État n'a rien à faire là-dedans, on doit, quelles que soient les conséquences, ne jamais envoyer un innocent en prison. Et toute l'affaire Dreyfus va tourner autour de ça, si vous voulez. Dire que l'affaire Dreyfus est purement... Je te donne la parole dans 30 secondes. Dire que l'affaire Dreyfus est purement antisémite, c'est pas vrai. Dire que l'affaire Dreyfus est purement politique, c'est pas vrai. C'est un mélange de plein de choses qui fait qu'à un moment, deux France, deux conceptions de la politique. La politique, c'est quoi? C'est la vie dans la cité. Hein, vous avez fait un peu de grec? Police, la cité. Politique, la cité. La vie entre nous. C'est qu'à un moment, des gens se lèvent et disent stop. Et cet affrontement-là, il est assez nouveau et je dirais il est assez sain. La République est jeune, elle a 25 ans au moment des faits. C'est une République qui a besoin d'apprendre, à combattre la corruption, mais aussi à s'en relever. Parce que c'est pas parce qu'il y a de la corruption dans une République que le système républicain est mauvais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les gens qui vous disent il y a de la corruption, donc il faut casser la République. Pour mettre quoi à la place? Vous voyez, c'est comme ça qu'Hitler est arrivé au pouvoir. Pas autrement. En assommant les gens, en arrivant à les convaincre que ce n'était pas les corrupteurs qu'il fallait punir, mais que c'était le système dans lequel ils vivaient. Comme si c'est parce qu'on est dans la démocratie qu'effectivement, on est en démocratie, on n'a pas un flic tous derrière les épaules. Donc si on a envie de tricher aux impôts, on peut. Si on se fait avoir, on se fait avoir. Question. Monsieur, la République, cette première République, elle était... on ne respectait pas encore vraiment les valeurs de la France, puisque liberté, égalité, mais Zola, il en est quand même mort de cette République. Alors Zola, non, il n'en est pas mort. Enfin, il y a des théories qui disent qu'il a été assassiné, mais... tu sais, je reviens 2 secondes sur 1917. Je peux te dire que les tirailleurs sénégalais, la liberté, ils ne savaient pas trop ce que c'était, même s'il ne faut pas croire que les Sénégalais n'étaient pas esclaves, hein, ils étaient exploités, mais il n'y avait pas d'esclavage en Afrique française. Mais la liberté, bon, quand même très moyen. L'égalité, on n'en parle même pas puisqu'ils n'avaient aucun droit. Et puis, justement, dans les tranchées, ils ont connu un petit peu la fraternité. C'est ce qu'on a aussi voulu montrer dans cet ouvrage. Vous le lirez. C'est que la fraternité, justement, elle a pu naître un peu dans les tranchées parce qu'un tas de gens se sont retrouvés et se sont rendus compte que la couleur de peau n'avait pas forcément d'importance. À partir d'un moment, on était avec les mêmes tranchées, les mêmes rats, les mêmes maladies, etc. D'accord ? Il y avait d'autres questions, je continue. Donc je reviens à mon affaire Dreyfus. Donc pour faire un résumé, alors là on ne peut plus simple de l'affaire Dreyfus. Qu'est-ce qui se passe? Donc en 1894, les services secrets français savent qu'il y a quelqu'un qui livre des informations à l'Allemagne. On récupère dans la poubelle de l'ambassadeur, de l'attaché militaire, allemand en France, qui s'appelle monsieur, je vous demande pas de retenir le nom ni de l'écrire, monsieur Schwarzkoppen. On retrouve dans sa... Là, je vais vous raconter l'anecdote parce qu'elle est plutôt sympa. Donc, en fait, on est dans les débuts aussi du contre-espionnage et de l'espionnage. Hein. L'affaire Dreyfus, c'est aussi le début des James Bond, hein, quelque part. C'est le début de l'espionnage. Alors, les Allemands avaient pris vachement d'avance sur la France.
Parce que contrairement à ce qui se dit aussi par moment, le Second Empire n'a pas forcément été qu'un moment de modernisation de la France. Napoléon III avait pris énormément de retard sur l'intelligence militaire. Et il n'avait pas compris, par exemple, qu'une vraie intelligence militaire, ça sépare la surveillance extérieure et la surveillance intérieure. Les Allemands, eux, l'avaient compris et avaient déjà, comme vous savez, aujourd'hui, vous regardez les films de James Bond, vous avez en Angleterre le MI6 et le MI5. Hein, l'un surveille le territoire, l'autre l'extérieur. Donc, on n'avait pas encore tout à fait compris ça en France, mais en Allemagne, oui. Donc l'Allemagne avait beaucoup d'avance sur les espions allemands, avaient beaucoup d'avance sur les nôtres. Et nous, on avait réussi un truc formidable, c'est que on avait réussi à placer à l'ambassade d'Allemagne à Paris, dans le bureau de l'attaché militaire, une femme de ménage qui tous les jours était chargée de ramasser les poubelles, le contenu des poubelles, et le descendait au sous-sol de l'ambassade pour que ça soit brûlé. Parce que l'ambassade était chauffée avec un système de poêle. En fait, ça porte un nom, vous l'avez dans la BD. Et donc, c'était son métier. Et donc, cette femme-là travaillait pour les services secrets français, et de temps en temps, chipait le contenu des corbeilles, surtout celle de l'attaché militaire. Et il y avait un bureau donc, de l'état-major, donc de ce qu'on appelle le deuxième bureau, les espions français, qui étaient chargés de lire tout ce courrier, ce qui était récupéré. Et c'est là-dedans qu'on a trouvé une pièce capitale de l'affaire Dreyfus, qu'on appelle le bordereau. Donc le bordereau, c'est un papier écrit qui disait à l'ambassade signé, non signé, et qui disait à l'ambassadeur, je peux vous livrer telle pièce, telle pièce, telle pièce. Donc le bordereau, vous l'avez reproduit dans l'album. Je ne sais pas si c'est encore utile que j'essaye de montrer les trucs, mais ah oui, ça s'est remis en veille. On y est. Hop. Je suis désolé, je suis pas rapide. Je le trouve pas, je suis désolé. Je suis pas super au point sur le diaporama, on va dire. Je vais plutôt vous mettre faire tourner les petites images de repérage à Rouen, ça va être intéressant. Ouais. Donc Esterhazy, en fait, à l'époque, le traître, il était en caserne à Rouen. Hein, et il habitait là. Donc avec le dessinateur, on s'est amusé à retrouver cette maison. On avait réussi à récupérer l'adresse. Et on s'est amusé à faire des petits repérages comme ça, juste histoire de... Ça, c'est ce qu'on appelle la place des Emmurés à Rouen, près du lycée Blaise Pascal. Et voilà la maison d'Esterhazy, que vous pouvez encore voir, près du quartier Saint-Sever, si vous connaissez le quartier Saint-Sever. Voilà. Donc il était au 74e régiment d'infanterie de Rouen, en caserne là, et il est très 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 probable que le fameux bordereau donc, ait été écrit ici, là, dans cette maison. Voilà. Donc voilà, un bordereau est découvert, une enquête est diligentée, et pour bien comprendre, moi parce que faire un Dreyfus, on peut pas parler pendant 4 heures, je vais juste vous raconter une anecdote, une seule. Pour essayer de comprendre le pourquoi, parce que souvent les gens disent mais oui, mais pourquoi d'accord, il était juif, Dreyfus, mais pourquoi lui, quoi? Alors il y a un tas d'explications, mais moi je vais vous en donner une que j'ai mis aussi en avant dans cet album, parce que c'est le résultat non pas d'une BD où je me suis amusé à inventer des trucs, c'est le résultat par contre de 25-30 ans de lecture sur l'affaire Dreyfus, personnelle, et qui à un moment me font dire que quand même, il n'est pas possible de trouver un coupable, mais il est quand même possible de trouver des mécaniques. Or, l'affaire Dreyfus est une affaire très compliquée, dans laquelle on est sûr de rien, sauf une chose. Et ça, c'est capital que vous le reteniez. La seule chose dont on est certain dans l'affaire Dreyfus, c'est que Dreyfus était innocent. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr parce que Esterhazy a avoué être l'auteur du bordereau. Voilà. Tout le reste, c'est très compliqué parce que le principal témoin de l'affaire, qui s'appelait Picard, qui était donc un officier des renseignements français,
s'est suicidé dans sa cellule au moment où on s'est rendu compte qu'il avait fait des faux pour confondre Dreyfus. Donc il a été suicidé, il s'est suicidé, on n'en sait rien, mais on n'a jamais trouvé de note de cet homme-là sur son témoignage, il n'a jamais été jugé, donc on ne sait pas pourquoi il a agi comme il a agi, pourquoi il a fabriqué des faux pour confondre Dreyfus. Hein. Mais ce qui est certain, c'est que si Dreyfus, juif, officier juif, a été condamné, c'est pour arranger les affaires d'une personne qui s'appelle Mercier et qui était à l'époque le ministre de la guerre français. Pourquoi? Désolé, je repars sur un truc un peu compliqué. Mais je pense que sans ce truc compliqué, vous ne comprendrez jamais rien à l'affaire Dreyfus. Et sans ce truc compliqué, peut-être vous ne comprendrez jamais rien à la Première Guerre mondiale. C'est quand même donc assez intéressant, au final. Mercier, il n'est pas un Syrien. Donc il n'est pas de la vieille école. Parenthèse, Dreyfus est polytechnicien. Donc il fait partie de ces jeunes officiers dynamiques qui veulent une guerre moderne, une armée moderne, etc. Mercier, il se retrouve donc ministre de la guerre de la Troisième République. Il est ministre en 1894. Et dans un désir de modernité, de réforme, il envisage, ce que je dis là, c'est pas pour le mettre en valeur, hein, c'est capital. Il envisage en 1894 de réformer l'armée en termes d'effectifs. Je vous ai dit qu'il y avait 650 000 personnes. Hein, c'est énorme. Ça coûte un fric dingue à l'époque, dès l'époque. Et lui, ce qu'il se propose, c'est un peu réorganiser tout ça. Et à partir du moment où il annonce son ambition, toute la presse d'extrême droite lui tombe dessus en disant c'est un traître. Il veut réduire les effectifs de l'armée, donc il est vendu à l'Allemagne. Il y a une campagne de dénigrement contre lui terrible. Et Mercier, il est au bord de la démission en 1894. Alors Mercier, c'est pas parce qu'il a de bonnes idées sur la réforme de l'armée que ça en fait quelqu'un de sympathique, si vous voulez mon avis. De toute façon, on n'est pas là pour dire un tel était sympa, un tel ne l'était pas. Mercier, c'est un politique très ambitieux. Et il a besoin, comme on dirait en foot, de se refaire la cerise. Alors, il est dans un contexte où on le présente dans la presse comme un complice des Juifs, comme un mec qui est en train de vendre la France à l'Allemagne. Vous voyez, rien à voir avec ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans différents journaux. Hein. Et on lui présente une liste d'officiers qui sont les traîtres possibles, et l'enquête s'est refermée très très vite. Très très vite. Il y a 2000 sous-officiers qui sont passés par l'état-major. On concentre l'enquête sur seulement 200. Parmi les 200, il y a un seul juif, Alfred Dreyfus. Et tout porte à croire, selon l'enquête, rapidement menée, un rapprochement d'écriture, vaguement, où 2 experts sur 3 sont sceptiques, mais un dit oui, c'est la même écriture, c'est bien l'écriture de Dreyfus. On précipite l'enquête et Mercier veut un coupable. Alors là, on lui propose un coupable juif, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Parce que, aux yeux de tous ces gens qui expliquent qu'il est vendu aux Juifs depuis 3-4 mois, qu'il veut réformer l'armée, il passe pour le mec qui a découvert le traître juif au sein même de l'état-major. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire? On peut passer à autre chose. Donc voilà. Ça, pour moi, c'est le moment politique clé de l'affaire Dreyfus. Je suis pas le seul à le dire, hein. Marcel Thomas l'a écrit, mais c'est vrai qu'avec l'affaire Dreyfus, par moments, on se passionne sur l'antisémitisme, alors que ce que j'ai voulu aussi dire avec Florent Calvez qui a dessiné l'album, on s'est beaucoup concerté aussi là-dessus, ce qu'on a vraiment voulu dire, et c'est navrant d'en arriver là, mais que, je vais encore en parler pendant une demi-heure, l'affaire Dreyfus, c'est aussi tristement une bête affaire d'ambition et d'argent. Malheureusement. Et que l'antisémitisme, il a fait son lit là-dessus. Voilà, comme toujours. Les extrémistes ont profité d'un moment d'énorme faiblesse pour prospérer. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur l'affaire? Esterhazy. Esterhazy,
un sacré clown, si vous voulez mon avis. Officier de l'armée française, joueur, endetté. C'est un homme qui a en permanence besoin d'argent. Il est dans des combines, il doit de l'argent à tout le monde, les banques le poursuivent, plus personne à Paris ne veut lui prêter d'argent. Et il se retrouve un jour recruté par un politicien pareil, un peu véreux, un peu en besoin d'ambition, pour aller à l'Assemblée, vendre quelques petits renseignements pas chers, récolter d'autres renseignements pas chers, les revendre à son ministre pas cher. Et puis, vu qu'il n'est jamais à une combine près, Esterhazy, à un moment de 1894 où il se trouve vraiment sans le sou, il a l'idée d'aller proposer ses services à l'Allemagne. Voilà. Donc il se rend rue de Lille, à l'ambassade d'Allemagne. Il rencontre Schwarzkoppen. Vous avez, cette rencontre est décrite de manière historique, là par contre, dans l'album. Schwarzkoppen se méfie parce qu'à l'époque, on peut quand même pas prendre les Allemands que pour des débiles, quoi. Schwarzkoppen s'est dit, bon là c'est un contre-espion, en fait, il vient me vendre des faux renseignements, donc il y a toute une période d'observation, puis finalement, bon. Mais ce qui sera prouvé, c'est qu'Esterhazy est vraiment un petit espion minable à la petite semaine, et qu'il n'a jamais rien vendu de capital aux Allemands. D'ailleurs, les Allemands le savent, mais bon, voilà, ça coûte pas cher, il est payé 1000 francs. Par semaine, je crois, quelque chose comme ça. Alors bon, c'est quand même pas mal parce que la solde d'un officier c'est 350 francs par mois. Hein. Donc, mais quand même, il gagne 1000 francs par mois, donc il triple sa solde. Mais c'est pas non plus, vous voyez, c'est pas Big Malion, hein, on en est loin. C'est de l'espionnage à la petite semaine en fait. On n'est pas dans l'affaire Dreyfus, c'est pas une énorme affaire d'espionnage. C'est ce qui la rend encore plus terrible, c'est que les plans du canon de 120, là, je sais plus quoi, hydraulique, pratiquement tout le monde les avait. Les Allemands payent parce qu'ils disent bon, peut-être qu'un jour il nous donnera un renseignement qui sera un peu plus. Mais on a là-dessus des témoignages assez poussés puisque contrairement à Picard qui lui est parti sans archives, on a retrouvé ce qu'on appelle les carnets de Schwarzkoppen. Schwarzkoppen il notait tout sur des carnets, on les a étudiés, ils ont été étudiés dans tous les sens. Et donc on sait très bien que Schwarzkoppen avait une piètre opinion d'Esterhazy, que Schwarzkoppen donc aurait pu bien entendu innocenter Dreyfus dès 1894, dès sa dégradation publique le 5 janvier 1895, Dreyfus aurait pu être innocenté par Schwarzkoppen, car Schwarzkoppen savait très bien que celui qui avait vendu les secrets, c'était pas du tout le juif Dreyfus, c'était le catholique Esterhazy. Voilà, d'accord ? Donc Esterhazy, voilà, un minable, toujours en train de trafiquer quelque chose, et qui sera sans scrupule, jusqu'au bout. C'est-à-dire que jamais il n'avouera publiquement son crime, il le vendra aux Anglais en disant oui, c'est moi, en démentant le lendemain, toujours en se faisant payer. Il se fait, même après 1905, il se fait encore payer pour vendre soi-disant des secrets, des choses. Voilà, il vit à Londres, hein, il vit en Angleterre. Il va y mourir d'ailleurs, parce que quand même, à un moment, il a été obligé de quitter la France. Mais voilà. Alors, Dreyfus est donc arrêté, il ne sait pas pourquoi, jugé ultra rapidement. Et ça, là, donc, on est le 5 janvier 1895. Dreyfus est envoyé à l'île du Diable. Il aurait dû normalement aller au bagne de Nouvelle-Calédonie, mais Mercier durcit sa peine, hein, faut le savoir. Mercier durcit sa peine. Et là où ça devient forcément toujours un petit peu passionnant, ces histoires-là, et qui peut vous, jeunes élèves en réflexion, avec votre propre libre arbitre,
Donc vous donnez un petit peu des choses que on n'est pas dans Star Wars, hein, dans l'affaire Dreyfus. Il n'y a pas l'Empire super méchant et puis les rebelles super gentils. Ça n'existe que dans Star Wars. Là où l'affaire Dreyfus est complexe, donc la complexité, hein, n'ayez pas peur d'aborder dans votre vie la complexité. C'est que la première réaction de gens comme Jaurès ou des gens de gauche à l'époque, la première réaction, qui ne savent rien de tout, eux, ils voient un officier, juif, pas juif, mais un officier, qui n'est pas condamné à mort, est condamné juste à la prison. Alors qu'à l'époque, un simple soldat qui insulte un officier passe au poteau, hein, l'exécution. Et donc beaucoup de gens de gauche à l'époque se révoltent en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire où il y a un traître à l'état-major et on ne le fusille pas. Donc je me permets parce que par moments vous entendez des gens qui font des grands raccourcis avec l'histoire et qui vous disent, surtout des gens d'extrême droite, hein, et en ce moment ça court quand même pas mal les rues, vous disent mais attention, Jaurès au début il était anti-Dreyfusard, donc antisémite. Non camarades, on se calme. Jaurès il a eu des propos contre Dreyfus, non pas parce qu'il était juif, parce que, tout simplement, c'était un officier qui, à ses yeux, bénéficiait d'un traitement de faveur par rapport à un soldat. Je me suis bien fait comprendre. Donc évidemment, après, Jaurès, lui, il y aura un deuxième Jaurès, il y aura un deuxième Zola, il y aura un deuxième Clémenceau de l'affaire Dreyfus, qui sont les gens qui vont être convaincus assez vite, dès 1896, qu'il y a eu, effectivement, un innocent qui a été envoyé au bagne. Et donc ces gens-là vont, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, vont au nom de l'injustice s'engager dans le camp de la réhabilitation d'Alfred Dreyfus. Mais au début, quand il y a un tas de gens de gauche qui ont dit bah non, c'est bizarre, pourquoi il n'est pas fusillé puisque le piou-piou Tartampion, lui, il a juste craché par terre devant le général et puis on l'a passé au poteau. Vous voyez ? Donc c'est important de le dire aussi ça, hein, dans le contexte de l'époque, où, effectivement, dans l'armée française, la justice n'est pas la même pour tout le monde, si vous êtes officier ou si vous êtes simple soldat. D'accord ? Donc on a ce contexte-là. J'ai parlé de Mme Bastian, donc la femme de ménage, elle est en place. Elle continue d'ailleurs, Mme Bastian. Hein. Alors c'est pareil, Mme Bastian, on l'a un peu traité dans l'album avec un peu d'humour, parce que le recrutement de Mme Bastian est connu. Alors au début, elle est farouchement... elle veut pas d'argent, elle fait ça pour la République, et vive la France. Mme Bastian, elle est espionne chez les Allemands, elle est payée 100 francs par semaine pour ça, et elle se paiera un petit pavillon sur les côtes du Nord, où elle finira sa retraite tranquille, mais elle s'est enrichie aussi. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez vraiment tout un tas de gens qui vendent des renseignements, et c'est un système où tout le monde s'enrichit, l'affaire Dreyfus. C'est la République, c'est comme ça. C'est pas pour ça qu'on est corrompus tous, mais c'est que, voilà, souvent dans des affaires, il y a une grande banalité d'échange d'argent, hein, de petits bénéfices, des choses comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai parlé de Mercier. On peut en arriver donc à un moment de la mobilisation. C'est-à-dire que la famille de Dreyfus n'a jamais cru à sa culpabilité. Donc son frère, notamment Mathieu Dreyfus, va commencer à réunir des témoignages, à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Là, pareil, je simplifie, vous l'étudierez peut-être en classe, et voilà, en première, vous y revenez hein, là-dessus. Mais il arrive quand même à un moment où certaines preuves, en tout cas d'une irrégularité totale dans le jugement, est avérée. Ça ira jusqu'à un moment où, en fait, un moment aussi capital de l'affaire, où Mathieu Dreyfus réussit à se procurer un extrait de l'écriture du bordereau. Et donc lui, il fait un truc tout simple, Mathieu Dreyfus, il fait publier ce bordereau, cet extrait d'écriture dans la presse, il les placarde même sur les murs de Paris. Et là, j'allais dire ce pauvre, parce que dans la BD, avec un petit peu d'humour, j'espère, on l'appelle toujours ce pauvre Ferdinand, puisque Ferdinand Esterhazy, ce pauvre Ferdinand, il doit du pognon à tous les courtiers de Paris. Donc évidemment, l'écriture à peine publiée, il y en a au moins un qui la reconnaît, l'écriture, qui dit « mais je connais cette écriture ».
À l'époque, hein, on ne s'envoie pas de SMS, hein, on s'écrit. Et donc l'écriture de chacun est beaucoup plus connue. Aujourd'hui, ah bah tiens, c'est machin, il fait toujours cette faute-là. Mais à l'époque, on connaît l'écriture des gens, c'est vachement important ça. Et c'est même capital, pour y revenir aussi pendant 2-3 heures là-dessus, parce que il se trouve que Esterhazy, le vrai traître, avec ce fameux Henri qui s'est suicidé, ou qui a été suicidé dans sa cellule, il se trouve qu'ils ont été, au début des années 90, collègues. Donc comment Henri a-t-il pu faire condamner Dreyfus, voire même fabriquer des preuves contre Dreyfus, alors que dès le début, c'est lui qui a eu le bordereau en main, la reconstitution du bordereau, et donc a priori, mais ça on ne saura jamais, il a forcément reconnu l'écriture d'une personne qui l'avait eu en face de lui pendant plus d'une année à travailler. Voyez, ça c'est une des questions qui resteront probablement sans réponse. Pourquoi? À quel titre? À ce moment-là, alors qu'il n'y a pas encore d'affaire Dreyfus. Hein, il va falloir attendre 3 ans pour que ce même écrit soit, lui, tout de suite identifié par 2-3 courtiers parisiens qui se disent « Je la connais, cette écriture, le type me doit plein de pognon, il ne me paiera jamais. » Donc, à partir de là, Mathieu Dreyfus a une preuve tangible de l'innocence de son frère. En tout cas, il met un nom sur l'auteur du bordereau, qui est Esterhazy. Dans le même temps, je reviens en arrière, les services secrets ont changé de patron. C'était le colonel Sander au moment de la condamnation de Dreyfus. Et il y a eu donc le colonel Picard qui est arrivé. Picard, lui, il a vaguement il connaît le problème de l'affaire Dreyfus, parce que les Dreyfusards, comme on les appelle à l'époque, commencent à faire du bruit. Et puis, par hasard, à un moment, il se retrouve avec le dossier et un extrait d'écriture d'Esterhazy, et il se rend compte, Picard, que Dreyfus est innocent, parce qu'il identifie parfaitement l'écriture d'Esterhazy, parce que par le même biais de cette Madame Bastian, à un moment on récupère un autre document connu sous le nom de Petit Bleu. Petit Bleu, c'est comme un télégramme, qui lui est signé de la main d'Esterhazy. Et on amène à Picard, qui connaissait un peu le dossier Dreyfus, on lui amène, et donc on a fait la scène un peu marrante dans le bouquin pour vous faire marrer, quoi. Mais on amène un officier qui arrive dans le bureau du chef. Chef, il y en a un autre quoi? Un autre espion. Et un peu comme dans un De Funès, quoi. Et donc, il consulte cette écriture, et puis il dit, mais ça me dit quelque chose, cette écriture. Il sort le dossier d'époque de Dreyfus, il sort le bordereau, et il se rend compte que là, c'est Dreyfus, qui est pourtant un lit du diable, a créé un deuxième bordereau, il l'a signé Esterhazy. Donc vous comprenez bien que Picard, fort de ça, et fort d'un officier quand même un petit peu qui a de la dignité, il va directement dans le bureau de ses supérieurs, et à partir de là, on lui dit « shut up ». On le mute en Algérie pour qu'il s'y fasse tuer. Terminé de Picard. Et lui, Picard, à ce moment-là de l'affaire, il fait un choix d'officier. Pareil, grosse discussion sur Picard. Pourquoi ne sort-il pas le scandale? Parce que Picard, il est comme tout le monde. Il a un pavillon à payer à Meudon, j'en sais rien où. Hein, et il a... Je plaisante. Et il ne franchit pas le pas, alors qu'on est en 96, 97. Et que, excusez-moi, des moments j'ai pas les dates tout le temps à la tête. Il pourrait innocenter Dreyfus, il le fera plus tard. Rongé par les remords. Mais en tout cas, on a 2 preuves tangibles, l'une au sein même de l'armée, l'une à l'extérieur, que Dreyfus est innocent. Donc à partir de ça, là c'est l'année 98 qui commence, on a vraiment la grande mobilisation des intellectuels. Donc pareil, aujourd'hui vous entendez à tort l'arigot le nom les intellectuels. Hein, les intellectuels, à l'époque ça n'existe pas en tant que terme, c'est Clémenceau qui va en tant qu'homme de presse. Clémenceau, c'est pas que les Brigades du Tigre, hein, il a aussi été un homme de presse avant d'être le créateur des Brigades du Tigre et président du Conseil et héros de la Première Guerre mondiale. Il a eu une vie avant tout ça. C'est un homme de presse et notamment il travaillait à l'Aurore. Et donc,
il trouve un titre, il y a une histoire, comme on dirait aujourd'hui une pétition, mais en fait, et qui appelle à la révision du procès Dreyfus, et Clémenceau a ce titre génial, le manifeste des intellectuels. Voilà. Parce qu'effectivement, il y a Zola, et je me permets de venir juste un petit peu sur les intellectuels, si ça vous embête pas. Ça va, c'est pas trop pénible? Non, ça va. En tout cas, c'est calme, c'est bien. Formidable. Donc les intellectuels. Quelqu'un qui est rarement cité dans l'affaire Dreyfus et que je vous recommande aussi aux enseignants, c'est une bonne entrée, c'est Lucien R, qui est donc le bibliothécaire de l'École normale supérieure. Pourquoi Lucien R? Parce qu'il a tous les jeunes intellectuels de l'École normale supérieure avec lui, dont le jeune Blum, dont le jeune Léon Blum, mais pas que. Mais en tout cas, Lucien R est parmi les tout premiers intellectuels à comprendre l'importance d'innocenter Dreyfus, et qu'on est là dans une condamnation purement antisémite. Et donc Lucien R, il va mobiliser un tas de gens, dont Blum. Et là aussi, moi, quand je vous parle de l'importance des mémoires de Blum, de Léon Blum, dans l'affaire Dreyfus, c'est que, pour moi, il y a une anecdote autour de Blum qui résume tous les enjeux de l'affaire Dreyfus, et j'aime bien en parler parce que il se trouve que, vous savez, vous vous souvenez, le président d'avant, il s'appelait Nicolas Sarkozy. Tout le monde se souvient de Nicolas Sarkozy? À peu près. Hein, bon, depuis, il a changé de métier, tout ça, mais il veut revenir, il a du mal, il court vite. Mais... Et donc... Allez. Et donc, vous savez qu'une des plumes... Non, mais on est là pour rigoler. Une des plumes de Sarkozy, c'est Henri Guénaud. Vous vous souvenez d'Henri Guénaud? Tout le monde? Henri Guénaud? Ça va? Et Henri Guénaud, une des plus grandes références d'Henri Guénaud, c'est Barrès. Maurice Barrès, c'est l'intellectuel de droite, par excellence. Et donc, je me permets, parce que là, vous voyez, il y a une filiation, on est dans le monde actuel. Hein. Quand Sarkozy, le grand discours de Sarkozy de début de campagne, donc de 2007, discours de janvier, écrit par Guénaud, brillant discours. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce discours, mais brillantissime discours. Était vraiment sous l'influence de Barrès. Et Barrès, c'est l'intellectuel de droite qui est aujourd'hui le plus cité dans les gens de droite qui sont encore intellectuels. Il n'y en a plus des tonnes, mais il en reste quand même. Non, il en reste. Je n'ai pas dit que Nadine Morano avait lu Barrès. J'ai dit que Henri Guénaud... Non, mais en plus, je ne plaisante pas, Henri Guénaud. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, mais on ne peut pas dire que Guénaud est un imbécile. C'est pas vrai. Guénaud est brillant. Voilà. Je ne suis juste pas d'accord avec ce qu'il propose comme solution, mais c'est un intellectuel et personne ne le contestera. J'insiste un peu lourdement sur Guénaud, parce que Barrès... Et donc, que se passe-t-il? On est en 1894 et tous les jeunes normaliens de gauche ont une idole. Barrès. Barrès, c'est le grand intellectuel, le grand poète de l'époque. On ne mesure plus qui était Barrès. Vraiment. C'est comparé qu'aujourd'hui, il a une importance presque littéraire à l'époque. Hein. Je dirais qu'Hugo. Vous voyez, il a vraiment... Les normaliens sont à genoux devant Barrès. Et donc, tous ces jeunes normaliens qui lisent le dossier Dreyfus, par l'intermédiaire de Lucien R, disent, bon, allez, on s'engage, on a 20 ans. Boum, il a 21 ans à l'époque, hein, c'est un jeune chien fou. Il faut qu'on mobilise fort. Il faut qu'on aille voir Barrès. Parce que Barrès, il va nous suivre. Tout le dossier est limpide. Dans le dossier de Mathieu Dreyfus, on voit bien que son frère est innocent. Et il faut que les intellectuels se mobilisent. Donc le jeune Blum, plein d'illusions, prend son meilleur costume et va sonner chez Barrès. Bonjour maître, bonjour Léon. Non mais je rigole pas, c'est comme ça que ça se passe.
Barrès adore Léon Blum. Il le trouve brillant. Et donc, Blum et 2-3 collègues à lui s'installent chez Barrès, on leur sert le thé. Et donc, voilà, maître, regardez, lisez. Et Blum raconte ça, mais de manière extraordinaire dans ses mémoires. Blum est convaincu que Barrès va poser son thé et va dire, mais c'est quand la manif? Où est-ce que je signe? Et non. Barrès lit le dossier, pose le dossier et dit à Blum, je vais réfléchir. Et à partir de là, Blum, qui écrit ce livre à l'âge adulte avec le recul et analyse l'affaire Dreyfus, dit, ben voilà, tout était dit. Barrès sait que Dreyfus est innocent, mais Barrès a un vieux fond antisémite et surtout Barrès veut la revanche sur la Prusse et Barrès ne fera jamais passer l'intérêt du juif Dreyfus devant les intérêts de la France. Ça, on le comprend a posteriori. Mais si vous voulez retenir qu'un seul truc de l'affaire Dreyfus que je vous ai raconté aujourd'hui, vous le saurez un petit peu, mais je suis désolé, mais c'est vendredi. Retenez ça. Retenez bien que Barrès a refusé de rejoindre le camp de Dreyfusard. Barrès, du coup, qui n'était pas réputé pour être antisémite, a basculé dans l'antisémitisme, et que Barrès, qui a connu Vichy et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, il est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, si ma mémoire est bonne, ou juste après. Barrès a vraiment fait amende honorable et est revenu et a publiquement admis tous ses torts. C'est important de le dire, hein, parce que quand moi j'ai entendu des gens de gauche dire oui, Barrès, fasciste. Non. Barrès n'était pas un fasciste. Barrès était quelqu'un qui avait les valeurs d'une droite qui venait de la monarchie. Donc là, je ne vais pas trop entrer dans les détails, mais vous reverrez l'histoire des Maurassiens, de l'Action française, si le sujet vous intéresse. Et puis voilà quoi. Allez-y. Juste bêtement, voilà, vous regardez les nombres aussi. Bah oui, okay. Ouais, en fait, on va conclure après. Procès par l'heure, et est-ce que vous arriveriez en très peu de temps à faire juste pour les collégiens la liaison entre Dreyfus et la Première Guerre mondiale? Vous arrivez à s'en servir? Bah, c'est un petit peu tout ce que j'ai raconté depuis le début, c'est-à-dire que ce besoin de revanche sur l'Allemagne qui fait qu'à un moment tout est bon pour dire on doit récupérer l'Alsace et la Lorraine, on doit redéclarer la guerre, les frontières sont inadmissibles. J'aurais tendance à vous dire que les frontières de 1918, avec le traité de Versailles, vont aussi être responsables de la Seconde Guerre mondiale. Donc chaque fin de guerre, chaque mauvais traité, aujourd'hui on paye encore les traités, le démantèlement de l'Empire ottoman en 18, là vous allez faire ça après, c'est à votre programme, non? Qui a créé la Syrie, qui a créé l'Irak, l'Iran, tous ces pays-là ont été tracés, c'est Churchill qui a fait ça à l'époque, Churchill a été meilleur après, mais là il n'a pas été très très bon. Donc voilà, le lien il est là, il est dans, si vous voulez, c'est l'affaire Dreyfus, c'est l'histoire du nationalisme. Et c'est pour ça qu'elle est encore très actuelle. Donc moi je voulais profiter des dernières minutes pour vous dire, pour vous poser la question, pour vous aujourd'hui l'antisémitisme c'est quoi? Qui veut se lancer? Aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, bah, pour moi l'antisémitisme c'est d'abord la bêtise des gens. En fait, parce que les gens sont juifs et sont différents. Je pense que c'est la peur avant tout de la différence. La peur, j'aime bien le mot, ouais. En fait, ce que tu veux dire, c'est que la peur amène au racisme, et la peur, la méconnaissance, l'ignorance. Le manque d'éducation, les sont bêtes. Enfin, pas bêtes dans le sens. Mais en fait, on les éduque mal, on les instruit. Peut-être. Ouais. D'autres se lancent? Qu'est-ce que c'est l'antisémitisme aujourd'hui? C'est la peur de différencier entre les personnes. Non. Concrètement, quel est le dernier acte antisémite qui vous a marqué? Vas-y, au fond. Oui, vas-y, je t'écoute. Comment? Bon, donc, qui peut citer le dernier acte antisémite majeur qu'il y a eu en France? Oui, vas-y. Charlie Hebdo. Ouais, et donc l'hypercachère, ouais. Oui. C'est Oui. clair qu'il a fait quelques jours pour aller dans des camps de Voilà. Voilà.
Oui. Ah oui, 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 c'est une forme d'antisémitisme, effectivement, qui est... Oui. Oui. C'est aussi la haine, l'antisémitisme, c'est la haine du genre envers... Ah oui, oui, ça, c'est... Oui. Oui. Bon, bah, vous voyez à peu près ce que c'est, quoi. C'est quand même une question... L'antisémitisme est un acte violent, c'est ça qu'on veut dire. Hein, toujours. Mais le racisme aussi, c'est-à-dire que... Voilà, alors... Aujourd'hui, les lois ont évolué. Hein, on n'est plus comme Édouard Drummond aujourd'hui n'aurait pas le droit de s'exprimer. Non pas qu'on a réduit la liberté d'expression. C'est toute une part aujourd'hui du racisme se fait autour d'une soi-disant liberté d'expression. Mais il y a une chose très simple. Il suffit d'appliquer la loi. Aujourd'hui, appeler à la haine raciale, c'est un délit. C'est pas une opinion. Donc retenez ça aussi. Le racisme, l'antisémitisme, l'anti-islamisme, l'anti-romanisme, l'anti ce que vous voulez, c'est pas une opinion, c'est un délit. Question? Conclusion? Oui? Question? Oui, oui? Oui? Chut. Attendez, parce que je suis sourd, donc si vous parlez, je vais... Ah bah colossal, c'est-à-dire que c'est aussi l'affaire Dreyfus, c'est la première affaire vraiment médiatique. C'est-à-dire qu'on a vraiment à l'époque, si vous vous intéressez à la question, vous tapez sur internet PSIT, PS. Oui, bah oui, en plus. Donc PSIT et sifflet. Donc le PSIT, c'était le journal de Carandas chez Forain, et le sifflet, il y avait les autres, ceux qui ont fait l'assiette au beurre après. Donc vous aviez une guerre, c'était les mêmes feuilles en fait de 4 pages hebdomadaires, hein, comme Charlie Hebdo, et l'une était anti-Dreyfusard, Carandas chez Forain, avec des dessins antisémites terribles, hein, malgré le talent. Parce que, bon ça, effectivement, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais votre question est très très bien. L'affaire Dreyfus, c'est aussi un moment où le talent est au service du mal. Hein. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Puisque, voilà, vous imaginez simplement que Cabu aurait été farouchement antisémite. Voilà. Et Forain, qui est un immense dessinateur, immense, qui a beaucoup influencé dans la bande dessinée moderne, des gens comme Blutch, des gens comme ça ont été énormément influencés par Jean-Louis Forain. Même Carandas pour la ligne claire, ces gens-là se sont mis au service, pareil, d'une France qui veut sa revanche, d'une France venue de la royauté, et donc qui va être après la composante en fait de l'action française, hein, des Maurassiens et de l'action française. Et donc la presse, forcément, elle se déchaîne. C'est dans la presse évidemment que Zola publie J'accuse. Je ne suis pas revenu sur J'accuse parce que je pense que tout le monde en a plus ou moins entendu parler si vous avez étudié l'affaire Dreyfus, mais tout ça, Zola passe par la presse. Et donc c'est toujours difficile de ramener à des comparaisons, j'aime pas trop, mais disons que les journaux pendant l'affaire Dreyfus ont autant d'importance que peut en avoir Facebook ou Twitter aujourd'hui. Voilà, c'est pour vous ramener une comparaison que vous connaissez. Aujourd'hui, une nouvelle en 3 secondes fait le tour du monde à travers Twitter. Bon, bah, à l'époque, une nouvelle fait le tour de la France en 1 semaine à travers alors ça peut vous faire marrer, mais 1 semaine pour diffuser l'information, à l'époque, c'est rapide. On vous remercie, nous les collégiens, on est obligés d'y aller. Non, mais je crois que là, tout le monde... Sauf s'il y en a qui veulent rester, hein, moi je peux parler encore 2 heures. Les collégiens, vous prenez bien vos affaires si vous voulez.